personnes qui arrivent en cours de route, du moins j'espère par rapport au nombre d'inscrits, mais on commence. On y va. On va peut-être remercier d'abord, on va remercier Samuel, parce que voilà, il y avait une commission, il a annulé, etc. Non, je vais juste reporter voilà, mais c'est sympa en tout cas. Merci. Oui, on est à plaisir. Du coup, là, on va filmer en live seulement les 3 personnes qui seront là, donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas filmé en live, mais les 3 personnes, oui, je sais que les 3 personnes sont d'accord pour être filmées, voilà, c'est important de le dire au début de la vidéo, comme je le dis. Et puis, je donne la parole à Charles, parce qu'il est chez lui, là. Oui, on est chez son fief. On est chez nous et on est ensemble. La Pardieu et mon chat. On est ravis de faire cet intercomité ensemble. Donc bienvenue à la Pardieu, là où nous avons l'habitude de nous réunir tous les 15 jours. Le jeudi, ce soir, nous parlons de déplacement doux avec Laurent Pézère, adjoint à la maire du Troyes, en charge de la voirie et des déplacements urbains. Laurent qui est membre de nos 2 comités, donc qui illustre bien notre intercomité. On va commencer par une petite question préalable si vous voulez bien. On va faire ça à main levée, puisqu'on parle de déplacement doux, savoir qui est venu par le biais d'un déplacement doux à cette réunion. Ce qui nous permettrait peut-être aussi de savoir quel est exactement un déplacement doux. Donc on doit être à 85%. Non, il y a des déplacements, les déplacements doux, si on prend la définition pure, c'est des déplacements qui ne nécessitent que l'énergie humaine. Voilà. Ce qui exclut les transports en commun, mais qui restent des modes de déplacement écologiques. Donc, voilà. Ce qui exclut la trottinette électrique et qui pose des questions existentielles sur le vélo électrique, puisque celui-là, il est juste en assistance. Donc il y a aussi une part d'énergie. Alors moi d'abord je suis très content d'être ce soir avec vous. Je suis un habitant du 3e arrondissement et puis je suis également cycliste. Je suis ravi d'être là au titre de membre de la République en marche, adjoint au maire du 3e arrondissement, chargé des déplacements et de la voie. Je me l'envers. Donc pour le plan, je vous propose d'abord de où on en est là aujourd'hui et d'où on est parti. Donc la naissance de la bicyclette en 1880, l'apogée entre 1920 et 1950, l'effondrement de la pratique du vélo pendant les 30 glorieuses, le rebond des années 70 et le tournant raté de la France, donc, durant les années 80 et 90, et enfin, parce qu'il faut rester optimiste et puis en même temps ça correspond à une réalité, l'embellie des années 2000. Et puis, deuxième partie, on reviendra sur le plan vélo du gouvernement, qui en fait répond à l'historique que j'aurais développé juste avant. Voilà, et à la fin de cette présentation, je vous propose un quiz qui permettra, je laisse, de répondre aux questions suivantes. Donc vous pouvez prendre des notes. Pourquoi le code de la route qui est écrit en 1922 en France s'appelle code de la route, alors que dans d'autres pays européens il s'appelle code de la circulation? Pourquoi dans les années 60, les villes ont-elles massivement transformé des rues à double sens? Pourquoi il y a une croyance populaire en France comme quoi circuler à vélo est dangereux? Et pourquoi, dernière question qu'on soumettra à votre sagacité, pourquoi la place du vélo à Strasbourg est-elle atypique en France? Donc la bicyclette, elle a été dans le siècle suivant ce que va être, à mon avis, dans notre siècle, le déploiement foudroyant de la voiture électrique. La bicyclette, elle a été conçue en 15 ans. Donc en termes de technologie, c'est hyper rapide. En 1880, donc je ne fais pas de vélocipède tout ça, hein, en 1880 est créée la transmission à chaîne. Dunlop invente le pneumatique en 1888, le pneu facilement démontable quand on crève en 1891 par Michelin, et le dérailleur en 1895. Et donc en 1895, on a la bicyclette moderne. Et vous voyez sur cette diapositive une publicité de Peugeot, qui était au départ un constructeur de bicyclettes, de 1900, c'est une affiche de 1900, et on voit que finalement, depuis 118 ans, les matériaux ont évolué, mais absolument pas l'objet. C'est le même objet qu'on a 120 ans plus tard qu'il y avait en 1900.
Et donc on a inventé la première bicyclette avant le pneu évidemment. Avec des bicyclettes en bois avec des trucs cerclés, et c'est genre difficile. Et le vélo va donc remplacer le cheval en ville, et ça c'est au grand bonheur des aménageurs urbains, parce que par exemple à Paris en 1900, il y avait encore 110 000 chevaux, et autant vous dire que la disparition du cheval et sa remplacement par la bicyclette a été vue comme une perspective extrêmement réjouissante par les maires, parce que les vélos, eux, ne font pas de déjection, et donc le vélo va remplacer le cheval assez rapidement. Il va aussi permettre un progrès extrêmement important des déplacements pour les ouvriers et les paysans, et notamment pour les ouvriers en ville, parce que bien évidemment, les ouvriers n'avaient pas les moyens d'acheter des chevaux en ville, et encore moins, bien sûr, d'acheter les premières voitures, qui étaient vraiment des objets ultra luxe au début du XXe siècle. Le déplacement en vélo permet aux ouvriers de se déplacer, de faire des distances qui sont 4 fois plus grandes que ce qu'on fait à pied. Et comme pour ceux qui ont des enfants terminale S, vous savez que quand on augmente le déplacement de 4 fois, on multiplie le territoire accessible par 15. Donc ça permet aussi d'aller plus loin. Et dans les campagnes, par exemple, ça va être un facteur de contre l'isolement et d'un début de libération des femmes aussi. Elles prenaient leur vélo et elles pouvaient aller dans les fermes suivantes facilement, rapidement, pour discuter ou pour travailler, pour échanger. Donc très rapidement, le vélo va se développer au début du siècle, et en 1900, le vélo est plus rapide que le cheval, le tramway et les automobiles. Ils ont fait même des courses de vélo entre Paris et Bordeaux, entre chevaux et les vélos, et les vélos ont gagné. En plus, ils ont dû abattre les chevaux à l'arrivée parce qu'ils étaient claqués. Voilà. Mais il y a un problème avec le vélo en 1900, c'est que les rues sont pavées. Et alors, en attendant alors avant, quand il n'y avait pas de pneus, c'est déjà juste impossible, mais avec le pneu, ça restait compliqué. Et donc, comme c'était pavé, c'était extrêmement inconfortable. Et les cyclistes ont demandé la création de trottoirs à vélo, qui étaient des trottoirs de bordure intermédiaire entre le trottoir qu'on connaît et la voirie. Donc on a encore un exemple aujourd'hui, par exemple sur le cours Charlemagne, où on a une dent de cyclable qui est en intermédiaire entre la chaussée et le trottoir. Et donc ils ont demandé la création de ce type d'aménagement, de trottoir à vélo, en macadam, c'est-à-dire lisse. Mais le macadam, ça coûte, à l'époque, ça coûtait super cher. Et donc, pour financer ça, le gouvernement français, qui est toujours très con à créer des taxes, en crée une, et une taxe sur le vélo est créée en 1893. Et cette taxe sur l'achat du vélo sera abolie en 1950. Voilà pour cette époque. Pour l'époque suivante, donc l'apogée du vélo, c'est vraiment entre 1920 et 1950. En 1914, il y a 3,5 millions de bicyclettes en France, alors que quasiment 20 ans avant, le vélo n'existait pas dans sa forme. Donc il y a une explosion. Et en 1939, il y a 9 millions de bicyclettes en France, contre 2,4 millions de voitures et utilitaires. Et jusqu'en 1958, les statistiques sont très claires, puisque quand il y a l'attaque du vélo, à chaque fois qu'un vélo était vendu, le gouvernement pouvait savoir combien il y avait de vélos en France. Après, ça a été plus compliqué. C'est comme je vous disais le mode des ouvriers, des paysans, et quand vous lisez les témoignages à l'époque, en fait, vous avez les sorties d'usines, il y a des vagues de vélos qui sortent des usines, des voitures qui sont coincées au milieu de ces vagues de vélos qui doivent attendre que les vélos passent et qui finalement n'avancent pas. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les vélos, la bicyclette, est autant utilisée en France qu'en Allemagne, qu'en Belgique et dans les Pays-Bas. Donc à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ces quatre pays-là, dont nous, avons la même pratique du vélo. Et ça, on l'a complètement oublié. On dit aujourd'hui, ouais, l'Europe du Nord, ceci, ça. Non, non. En 1939, la part modale du vélo est identique à peu près entre les Allemands, les Belges, les Danois et nous. Alors qu'aujourd'hui, nous, par rapport à ces quatre pays, on est grosso modo 4 fois moins. Donc on le voit un peu sur les photos. Là, vous reconnaissez les congés payés en 1936. Hein, c'est un couple qui prend son tandem pour aller faire des congés payés. Et on voit qu'aujourd'hui, je prends la photo en haut à gauche,
On n'est pas tout à fait dans le même ratio véhicule-vélo. Le code de la route est institué en 1922 en France. Et il a été réalisé par le gouvernement a confié de la réalisation du code de la route aux fédérations des automobiles clubs de France. Et c'était un moyen à l'époque pour les automobilistes de dire à travers ce code de la route qu'il n'y avait pas que les vélos qui roulaient sur les voiries, mais aussi les voitures, et que donc il fallait prendre en compte la minorité des automobilistes. J'ai pas parlé des transports en commun. Alors pour ce qui est des transports en commun, avant-guerre, ces derniers sont gérés par des sociétés privées. Il n'y a pas de des sociétés privées qui gèrent les transports en commun. Et à fur et à mesure de l'évolution technologique, des bus notamment, les sociétés de transport en commun vont passer du tramway au bus, pour deux raisons. D'abord parce que ça fait moderne d'être en bus, mais surtout pour les coûts d'entretien. L'entretien des rails à l'époque était laissé à la charge des sociétés de transport en commun, alors que l'entretien de la voirie, c'est tout le monde qui paye. Les sociétés de transport en commun avaient tout intérêt à démonter leur tramway pour ne pas avoir l'entretien des rails et faire reporter la charge de l'entretien de la route à tout le monde. Les années 50. En France, il y a une situation tout à fait particulière à la sortie de la guerre. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'il y a une petite différence entre la France et l'Europe. C'est qu'en France, on a une industrie de la motocyclette. Il y a trois fabricants majeurs français de motocyclettes, que vous connaissez très bien, Peugeot, Motobécane, et puis Solex, qui vend des Solex. Et en Italie, Piaggio invente la Vespa. Et l'objectif de ces constructeurs de motocyclettes, c'est de mécaniser les cyclistes. Bien dans les publicités de l'époque, j'aime beaucoup celle de Bosch, enfin, c'est pas pour vous, si celle de Bosch. En fait, c'est un cadeau, c'est un vélo, c'est un jouet. Hein. Le moteur est factice, en fait, c'est pour. C'est un vélo pour enfants avec un faux moteur Solex. Donc, voilà, donc c'est l'attrait, voilà. Et le gamin qui en aura 14 ans, et ben, qu'est-ce qu'il voudra? Un Solex. Et donc ça c'est une particularité française qui va vraiment avoir un effet très néfaste sur la bicyclette en France. Mais durant toutes les années 60, entre 1954 et 1970, l'industrie française de la motocyclette sera le leader mondial de la motocyclette. Pendant cette même période, le vélo va être cantonné en France aux aspects de loisirs et de sport. C'est à cette même époque que le Tour de France commence à être médiatisé, où il y a un engouement autour du vélo sportif. Et en France, il y a une tradition de vélo sportif et de vélo de loisirs qui s'est maintenue pendant cette période-là, de vélotourisme. C'est pour ça qu'en France, on continue, et on a continué à faire apprendre aux enfants à faire du vélo. Vous savez, bien parce qu'il y a cette idée que le vélo, c'est aussi le loisir du dimanche, en famille, ou c'est le sport. Et ça, c'est plutôt un bon point pour nous, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les adultes que nous sommes, pour une grande majorité d'entre nous, quand on a été enfant, on a appris à faire du vélo, et ça, on sait bien, ça ne s'oublie pas. C'est un cas vraiment unique en France, comme je vous le disais. En 1978, les usagers, c'est une enquête, hein, les usagers des deux roues motorisées et non motorisées, tout le monde, en motocyclette, moto et vélo, c'était 11% des déplacements en Allemagne et en France. Mais si on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit que dans ces 11% des déplacements, il y a en France 55% ce sont des motocyclistes, de deux roues motorisées et pas motorisées, et en Allemagne, c'est 95% de cyclistes. Donc on voit que la structuration, cette évolution va s'arrêter dans les années 70 parce que, comme vous le savez, en 1973, c'est le plus haut niveau d'accident de la route qu'on a eu en France. Du combien de morts. Et dans ces morts-là, il y a énormément de deux roues. Et c'est le début des grandes campagnes de prévention routière, c'est la ceinture de sécurité à l'avant. Cela étant, les motocyclistes, eux, ne vont pas retourner au vélo et ils vont passer à la voiture ou au transport en commun. Pour conclure rapidement sur cette première partie, pendant les 30 Glorieuses, partout en Europe, la pratique du vélo s'effondre. En France, en Italie, en Allemagne, en Suède, partout, il y a le même mouvement qui a été fait. Le tout à l'auto. Alors, en France, on ne dit pas tout à l'auto. En France, on dit le tout voiture ou le tout auto.
Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça, c'est les Belges qui disent tout à l'auto. Parce que le tout à l'auto, ça veut dire tous les budgets à l'automobile aussi, toutes les infrastructures à l'automobile. C'est pas nous, spontanément, qui disent, bah nous, on fait tout auto. On prend notre auto pour faire 2 km. Non. C'est toutes les politiques publiques qui vont dans le même sens, celle du développement de l'automobile. Et donc, moi, je préfère la terminologie belge qui dit, bah, c'est l'époque du tout à l'auto. En France, dans les années 60, c'est clair, donc, les objectifs d'aménagement public, hein, les urbanistes et les décideurs politiques, c'est l'objectif, c'est d'adapter la ville à l'automobile. À partir de là, c'est création des parkings sur les places publiques, destruction des surlargeurs de vélos, vous savez, les petites surlargeurs qu'on avait créées au début du siècle, pour faire des places de stationnement, mise à sens unique de nombreuses chaussées pour gagner une file de stationnement. Au lieu d'avoir des voitures qui se tiens, on garde la file d'un sens, on crée du stationnement de l'autre côté, à la place d'une file, donc on gagne encore du stationnement. Et puis, réduction du trottoir aussi pour créer des stationnements. Vous avez parfois à Lyon des rangées platanes, et entre les platanes, vous avez des encoches pour les voitures. Ben ça, c'est les années 60. On a réduit les trottoirs pour faire du stationnement supplémentaire. Normalement, les platanes, ils sont alignés. Voilà, et bien sûr, Lyon porte les stigmates de cette époque. C'est l'époque de Pradel. Hein. On a entre nous Zizi Béton. Hein, c'est l'époque de Pradel, qui est allé à Los Angeles et qui est revenu compris par le modèle américain. Et qui nous a fait donc l'autopont Mermoz, qui a été détruit récemment, l'autopont de l'avenue des Tchécoslovaques qui existe toujours, le boulevard Vivier-Merle qui existe toujours, la rue Garibaldi qui petit à petit est reconquise, la rue Servian, on a oublié la rue Servian, hein, mais c'était que de la voirie, 4 ou 5 voies, hein, qui a été reconquise par le tramway, le tunnel de Fourvière, qui est sur la photo, oui, là-haut, qui est vraiment une blessure de la vie, hein. Cette photo aérienne, enfin, qui suit nous, on voit très très bien que c'est vraiment quelque chose qui coupe la ville, avec que pour la voiture, et puis le pôle d'échange de Perrache qui va avec. Et on portait des stigmates, par exemple, comme vous voyez sur cette diapo, elle a été prise en 1980. Donc c'est la place des terreaux en 1980. Donc c'était des résultats des aménagements qui avaient eu lieu dans les décennies précédentes. On accepte quand même les transports en commun. Et on fonctionne dans un monde bipolaire qui est voiture versus transport en commun. Entre 1950 et 1970, dans les grandes agglomérations urbaines, l'usage du vélo divisé par 10 en France, en Allemagne et en Angleterre, à 8 à Copenhague au Danemark et à 3 aux Pays-Bas. Je vous ai mis une petite stat en bas pour vous dire qu'à Stockholm, qui est aujourd'hui référence, la part du vélo était de 29% en 1950, elle est à moins de 1% en 1970 à Stockholm. Et aujourd'hui, de mémoire, ils sont autour de 25%. Pour conclure sur cette période, en fait, la ville du tout à la voiture a transformé les cyclistes en délinquants routiers. Ils roulent sur les trottoirs, ils grillent les feux rouges et ils ne respectent pas les sens internes. Donc à la fin des années 60, vous savez que les années 60, elles sont connues pour 2 choses, la congestion automobile et une grande politique de transport en commun. Et en 1973 est instauré le versement de transport pour les entreprises. Et ce versement de transport pour les entreprises va être le levier de développement du transport en commun. Et c'est notamment à Lyon la construction du métro dans les années 70 qui est engagée. Des couloirs bus sont créés dans les années 70. Le premier couloir bus il est à Paris en 1972, dans une photo. Et puis c'est aussi le lancement du programme du RER A à Paris, le RER A qui a été inauguré en 1977. C'est pas très très vieux. Et surtout, ça expérimente, notamment aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, dans les années 70, expérimentent les zones de rencontre, la limitation de la vitesse à 30 en ville, les contresens cyclables sont testés aux Pays-Bas et ils sont généralisés en 1979. Et puis, bien sûr, l'ouverture généralisée des couloirs bus à la circulation des villes. En fait, 40 ans plus tard, en France,
nous mettons en place ce que les Pays-Bas ont réalisé 40 ans plus tôt. Alors pourquoi c'est plus compliqué en France? Parce que d'abord, les urbanistes en France ont moins de poids que des ingénieurs des ponts et chaussées. Et puis le deuxième élément aussi, c'est que les associations de vélo sont moins puissantes qu'en Europe du Nord. Les gens ont réussi à plus se mettre ensemble. En 1979, deuxième crise pétrolière, difficultés budgétaires. Et puis en 1982, décentralisation et l'amalgame de ces deux choses font que l'État arrête le cofinancement, déconfie les collectivités territoriales qui s'en saisissent pas. Les collectivités territoriales, elles, avec leurs élus locaux, continuent à penser voiture. Sauf une ville, la ville de Strasbourg, qui décide en 1983 de continuer à assumer seule le financement des infrastructures suite à l'arrêt de l'État. La fréquentation des vélos continue à baisser en France entre 1970 et 1990, alors qu'elle remonte dans les pays nordiques et en Allemagne. Pour conclure un peu sur cette partie, que cette divergence, en fait, c'est juste la réponse des politiques publiques. Hein. C'est ni culturel, ni climatique, ni sociologique. Et aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas en 1939, la part modale du vélo est 4 fois plus élevée en Allemagne qu'en France, alors que l'Allemagne est le premier producteur mondial d'automobiles. Je voudrais faire un petit focus supplémentaire, si vous me le permettez. En France, les politiques, la statistique des déplacements a été pilotée par le ministère des Transports, et c'est là que je me bats. Et ça a été un frein puissant au rebond du vélo en France, contrairement aux autres pays. En Allemagne, par exemple, les voitures et les motos sont dans la même catégorie. Conducteurs de véhicules individuels motorisés. Les piétons, les vélos et les transports en commun sont dans la catégorie mode de déplacement écologique. Mais dans les années 70, en France, on a la catégorie 2 roues. D'accord ? Et dans les années 70, il y a des chiffres alarmants sur les accidents des 2 roues. En 76, par exemple, il y a 5000 morts par accident de circulation en zone urbaine. Et donc, sur ces 5000 morts, 30% de ces morts, c'est énorme, c'était des usagers des 2 roues. Donc, voilà, études ont été menées dans les années 90, ça c'est des études qui fonctionnent pour les grandes villes et les agglomérations. Hein. Donc, un peu les villes denses. Pour une personne tuée ou blessée en voiture, il y a 2 personnes blessées ou tuées en vélo, les 17 cyclomoteurs blessés ou tués, ou encore 50 motards blessés ou tués. Donc on voit bien, on a finalement amalgamé un mode de déplacement qui est peu dangereux, le vélo, avec les modes de déplacement qui sont de loin les plus dangereux. Le drame du vélo, c'est celui-là, c'est d'avoir été associé aux 2 roues. Deuxième élément, la grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est ça. Tout aménagement de voirie départementale, nationale, je ne sais pas comment ça s'appelle, obligatoirement doivent être accompagnés d'une bande cyclable à côté. Voilà, d'emmener les amis communs. La loi LOM, elle oblige la diminution du trafic automobile, le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et de la marche à pied sont prioritaires. C'est une loi sur la qualité de l'air qui relance le vélo, mais ça n'est pas une loi sur les transports. Donc ce changement fait que les déplacements en vélo repartent à la hausse dans les centres-villes, mais pas dans les périphéries. Les périphéries qui restent abandonnées aux voitures. Et donc, autant les centres-villes d'agglomération, l'utilisation du vélo progresse beaucoup, elle continue encore à diminuer dans les périphéries, en fait, alors qu'en Allemagne, le taux est identique. Parce que les Allemands, qui habitent aussi en périphérie, prennent leur vélo pour aller à la gare. Voilà, donc on voit bien qu'il y a ça c'est une statistique du Grand Lyon. Donc ça c'est, je passe rapidement, ça c'est en 2008 le réseau cyclable, donc il y avait 308 km d'agglomération. En 2018, le route, c'est ce qui a été fait, 800, et l'objectif du plan Medjoug, c'est d'arriver à 8 km d'ici 2020. Voilà, diapo. Donc ça, il faut faire changer l'image du vélo, c'est indispensable. Deuxième élément, bien sûr, les infrastructures. Donc là, je vous ai mis Copenhague. Ce qui est intéressant, si vous voulez, à Copenhague, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Le centre-ville de Lyon et de Villeurbanne, grosso modo, d'ici allez, 5 ans, on aura terminé. Okay.
plusieurs questions. Avec les voitures à côté des pistes cyclables, est-ce que ça n'empêche pas les vélos d'aller sur la chaussée et de rester sur la piste cyclable? Alors ils ont le droit, hein. Les vélos, avec le nouveau code, on a le droit de s'éloigner des stationnements. Donc quand on fait 1,20 m quand on fait 1,20 m de cyclable, un vélo a le droit de rouler sur la chaussée. Ouais. Je considère qu'il n'est pas tenu d'être à proximité immédiate du porte. Donc ça veut dire qu'on pourrait dégrader légèrement les performances des bus, légèrement, sans pénaliser les usagers, parce qu'on a du stationnement dédié aux véhicules motorisés individuels, que l'on transforme en stationnement dédié aux véhicules de roues légers non motorisés. Voilà. En plus, c'est tout à fait rationnel comme approche, puisque d'un stationnement pour véhicules motorisés, on en crée 5 pour véhicules non. Donc on multiplie, en fait, on multiplie pas du stationnement, on multiplie la capacité de stationnement par 5. Bon. Et quand on regarde les statistiques d'accidentologie du vélo, globalement, ils ont raison. C'est pas dangereux le vélo. Même pour les enfants. Alors, pour les enfants, c'est recommandé, effectivement. C'est-à-dire que quand on est promoteur du vélo, ou de la marche à pied, la plupart de la marche à pied, des mois de bout, en fait, le pire, c'est d'être pris en sandwich entre le lobby des voitures qui vous dit que vous supprimez du stationnement, on peut plus circuler en ville, ça bouchonne, rien. Et puis les associations de vélo, d'un autre côté, qui vous disent ce que vous faites c'est nul, ça c'est vite, et on est ça c'est très compliqué donc. Parce qu'à ce moment-là, vous avez connecté autour de vous à vélo, avec un bon vélo, vous roulez à 30 km/h. Les vélos, ils ne roulent pas sur les trottoirs, ils roulent ou sur leur bande cyclable ou sur la voie. Donc ça change tout. Quand je vous disais mon expérience à Paris avec la trottinette électrique, où j'ai dit que le seul endroit où vous pouvez confortablement rouler avec la trottinette électrique, c'était la bande cyclable, à 28 km/h, c'est la bande cyclable. Et là, j'en mettais ni les piétons, et je ne me sentais pas forcément en sécurité par rapport aux voitures, et j'allais plus vite que certains vélos. En 2008, dernier enquête transport, par modèle du vélo sur Lyon-Villeurbanne, 2%. Par modèle du vélo en cas de transport 2015, 2%. C'est courageux. Entre temps, on a passé de 300 km de bande cyclable à 600 ou 700. On a fait de vélo, on fait de la pub, on voit quand même que ça brasse le machin. Les associations, elles ont des militants, voilà, elles ont des machins. Et le par modèle ne bouge pas. Est-ce que tu penses, toi, étant donné ton vécu par rapport à tout ça, que nous, en matière de sensibilisation, etc., on peut avoir un rôle à jouer? L'échange avec les citoyens, c'est pas possible. Mais bien évidemment, Je vous propose là, de clôturer officiellement la chose. Le fait qu'il y ait deux comités éventuels par deux, c'était important aussi parce que première même on est à côté, on a fait des réunions cyclables et il y a des enjeux pour demain, on a parlé tout à l'heure. Donc c'est tout à fait. Merci Laurent pour cette intervention. Merci.